Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire télétravail. Je vous remercie de participer donc à ce webinaire proposé en partenariat avec la DRITS, l'ARACT et donc votre service de santé au travail. Donc je vais laisser la parole aux animateurs pour qu'ils se présentent. Donc, Madame Jubin, je suis chargée de mission dialogue social, représentation du personnel à la DRETS, l'ex-direct du Centre Val-de-Loire à Orléans. Bonjour, Bénédicte Coudière, je suis chargée de mission à l'ARACT Centre Val-de-Loire, l'association régionale d'amélioration des conditions de travail. On intervient sur le territoire pour toutes les questions de dialogue social en entreprise et d'amélioration des conditions de travail en entreprise. Et donc moi-même, Aurélie Bernard, ergonome et psychologue du travail à la ICMT 36, donc votre service de santé au travail. Vous pouvez interagir donc avec nous avec l'onglet questions. Surtout, n'hésitez pas, l'onglet qui est à droite de votre écran. Là, si tout va bien, vous devez avoir le PowerPoint qui s'est affiché. Et donc, nous allons pouvoir commencer la présentation. Donc, je vais laisser la parole, du coup, à mes collègues. Bien, bonjour à tous. Peut-être en préambule, simplement vous indiquer que nous procédons à une présentation cet après-midi centrée sur la question du télétravail et que cette initiative a été prise dans l'ensemble de la région avec la direction régionale du ministère du Travail et puis les services de santé au travail des autres départements et l'ARACT qui est présente, elle, sur toute la région. Voilà. Alors, on est parti de vos questions, comme vous le verrez, en souhaitant que ce soit celle que vous vous posez. Et puis, au cours de l'échange, ou plus exactement, de la séquence où on vous expose un certain nombre d'éléments, vous pourrez intervenir par le chat, c'est bien ça, au fur et à mesure donc, de notre développement. Bien, alors sur la question du télétravail, finalement, il nous est apparu qu'il fallait d'une part rappeler les règles qui aujourd'hui sont applicables sur cette modalité d'organisation du travail, qui se sont précisées au fil des confinements, et également passer à un moment sur les questions et notamment les risques associés à cette forme d'organisation. Tout d'abord, il convient de rappeler que si le télétravail est aujourd'hui prescrit comme devant être généralisé partout où c'est possible, c'est parce que c'est une modalité qui permet de limiter, de casser les chaînes de contamination, parce qu'elle limite les interactions sociales dans tout l'espace public et l'espace de l'entreprise. Donc, c'est ce qui va permettre de freiner la contagion, ou en tous les cas le risque de contamination. Et d'ailleurs, on estime dans les projections qui sont faites qu'en organisant le télétravail sur 5 jours par semaine, on diminue de 30% le risque de contamination. Mais évidemment, on sait aussi qu'il a des effets sur le fonctionnement économique de l'entreprise et sur la situation professionnelle et sociale des salariés. Et donc, il s'agit aussi de limiter les effets les moins favorables pour les uns et les autres. Donc, le ministère du Travail a mis à disposition un certain nombre d'outils, alors en particulier juridiques, et notamment pour l'organisation de la lutte contre le Covid, le protocole national de santé et sécurité au travail en entreprise, qui traite de toute la question de la prévention du risque au Covid et en particulier du télétravail. C'est ce que nous allons voir. Alors, c'est un document actualisé au 8 avril, il est vraiment dans sa version la plus récente. Que nous dit ce document de référence ? Alors, il nous dit d'abord une chose centrale, il nous dit le dialogue, et en particulier le dialogue social, est un élément essentiel pour mettre en place les mesures de lutte contre le Covid dans les conditions les plus adaptées qui soient, pour tenir compte au maximum des situations. Et il insiste sur la place du dialogue social en considérant que les représentants du personnel dans une entreprise sont porteurs d'une vision collective, c'est leur rôle, et que donc leur association permet d'avoir cette vision, je dirais, plus panoramique des conditions et des intérêts des uns et des autres. Et en particulier, évidemment, les salariés qu'ils représentent.
Ce que nous dit aussi le protocole, c'est que l'information doit être délivrée aux salariés sur les conditions d'organisation de la lutte contre le Covid en entreprise, note de service, procédure, et notamment les conditions de télétravail, on y reviendra plus spécifiquement. Alors ce télétravail, ce mode d'organisation, au fond, quel est-il? Eh bien, il est celui de travailler en dehors de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est ce qui est de règle. Jusqu'à 5 jours par semaine d'ailleurs, nous précise le protocole, avec évidemment la possibilité de réduire cette période de télétravail pour prendre en compte un certain nombre de situations professionnelles, sociales, voire individuelles aussi, psychologiques éventuellement, des salariés. La préconisation, c'est 1 jour de reprise du travail sur le lieu de travail. C'est à équilibrer. Il nous dit encore, le protocole, qu'il faut véritablement continuer d'appliquer les distances, c'est-à-dire 2 mètres, 2 mètres de distance entre les personnes. Et puis également, dans l'entreprise, gérer les flux d'entrée, de sortie, de circulation en général du personnel. Il nous dit également, il rappelle, mais ça c'est une chose entendue même dans l'espace public aujourd'hui, que dans tous les lieux clos collectifs, le masque doit être porté. Alors évidemment avec des adaptations selon certains lieux sur lesquels, notamment des lieux où le salarié travaillerait seul, absolument seul, par exemple. Où là le masque peut ne pas être porté, mais c'est véritablement l'exception et elle est très limitée. Il a été mis à jour également que les temps, évidemment, les temps sociaux et puis les temps nécessaires aussi de restauration notamment, ont été des moments, et continuent de l'être, des moments de contamination. Ça a été largement repéré, d'où des règles renforcées des règles particulières sur la restauration collective. Donc là, il existe une fiche qui est éditée sur le site du ministère à laquelle vous pourrez vous reporter. Enfin, la vaccination, là c'est peut-être, je me tourne vers le service de santé au travail qui pourra revenir sur ce point-là si vous voulez davantage d'informations, évidemment, qui est le mode de prévention. Et puis pour finir, pour que cette organisation au fond se mette en place, le protocole rappelle qu'il convient de désigner un référent Covid, c'est-à-dire une personne identifiée qui va être porteuse de la politique de l'entreprise, de sa politique de prévention, et à qui les salariés, les représentants du personnel, l'ensemble des personnes pourront se référer sur telle ou telle question. Voilà. Et enfin, j'ajoute, c'est le dernier point qui a été ajouté le 8 avril, dans la mise à jour du 8 avril, l'entreprise doit élaborer un plan d'action dans lequel elle fera état des conditions de mise en place du télétravail et éventuellement justifiera de secteurs ou de postes sur lesquels elle n'a pas pu mettre en place le télétravail. Alors je le rappelle parce que c'est pas apparu comme une mesure nécessairement très connue, mais c'est tout de même le document qui sera éventuellement demandé lors d'un contrôle de l'inspection du travail. C'est-à-dire, comment avez-vous mis en place le télétravail? Si vous l'avez fait, comment? Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Et justifiez-en, voilà, par rapport, par exemple, à la nature des tâches à accomplir ou d'autres éléments. Voilà pour le premier point. Alors, le télétravail, on en parle beaucoup, mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, d'une modalité d'organisation du travail en dehors de l'entreprise, d'un travail qui est effectué habituellement dans l'entreprise. Et à ce titre-là, le télétravail, au fond, c'est une modalité qui a été nouvelle pour beaucoup d'entreprises en mars 2020, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. On revient sur le télétravail, peut-être, si on peut... Voilà, merci. Et donc, pour rappeler que le télétravail, le principe, c'est que c'est un mode d'organisation spécifique, mais qui est réglé par les mêmes principes de la prévention dans l'entreprise. Et notamment que cette forme d'organisation doit faire l'objet d'une évaluation des risques. C'est-à-dire que le télétravail constitue en soi un mode de prévention du Covid, mais le télétravail en tant qu'organisation du travail comporte également un certain nombre de conditions et de risques. Et parmi les risques les plus cités qui remontent beaucoup actuellement, enfin depuis quelques temps, depuis janvier-février, la nouvelle période de confinement, je ne parle même pas de la troisième, la seconde, c'est le risque d'isolement notamment. Ça peut être aussi des tensions dans l'exercice du travail pour les managers qui n'ont pas nécessairement été formés, ne disposent pas de tous les moyens
pour gérer le travail à distance, le manager à distance. Voilà, on a repéré un certain nombre de risques dans l'exercice professionnel qu'il convient d'évaluer. L'employeur y procédera sur la base des principes généraux de prévention. Et donc, pour ce qui concerne la suppression du risque Covid, le télétravail est la première mesure de prévention. Et notamment en prévenant, parce qu'il permet de prévenir évidemment quand les salariés ne sont pas sur place, la contamination sur le lieu de travail, mais également dans les déplacements entre le domicile et le travail ou tous les temps sociaux de restauration extérieure, etc., qui sont des vecteurs de contamination. Voilà. Pour ce qui concerne le télétravail, le télétravailleur, alors il convient de rappeler que le télétravailleur, au fond, est un travailleur qui travaille dans un autre lieu et selon une organisation de travail différente, mais il reste sous le statut de travailleur au sens du Code du travail. Mais pour que les choses soient claires, le législateur a précisé, alors dans un article, je vous le précise parce que vous pourrez vous y reporter, ce sera probablement un principe auquel il faudra revenir parfois pour trancher certaines questions, on le verra après. C'est l'article L1222 9 grand 3 du Code du travail qui dit « Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. » Donc, on résume par le principe d'égalité de traitement entre les salariés. Alors, il s'applique dans de multiples, sur un certain nombre de sujets. Bon, là, on a cité la charge de travail ou les critères d'évaluation des résultats attendus du travail réalisé par le salarié. Mais il concernera aussi les droits collectifs et notamment le fait de pouvoir accéder, je prends un exemple, aux représentants du personnel dans l'entreprise. Alors s'il est présent, habituellement quand il est présent, on va le voir, ou alors lui circule et on peut le rencontrer, ou il a une permanence et on peut le voir. Et bien là, il faudra que le télétravailleur, même à distance, puisse effectivement contacter un représentant du personnel pour une prestation sociale, pour une information, mais que ces droits-là soient également maintenus. Voilà ce qu'on peut dire sur le télétravailleur. Je pense que c'est le principe d'égalité, au fond, qui nous dit surtout l'essentiel de ces situations, en dehors de ces conditions de travail sur lesquelles on va revenir. Alors, je ne sais pas si on l'avait suffisamment précisé, mais ce travail, cette séquence, elle a été construite avec les services de prévention et nos services, donc l'ARACT et votre service de santé au travail, à partir des questions qui sont revenues. Et donc, on en a retenu un certain nombre, voilà, pour vous apporter des éléments de réponse. Et au moins de discussion, parfois. Alors, l'une des questions, c'était, dois-je, en tant qu'employeur, mettre en place le télétravail si les salariés travaillent en bureau individuel? Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais il s'agissait de savoir si le salarié devait porter le masque. Bon, on pourra y revenir. Et on a dit que ce n'était pas nécessairement... Là, la question, c'est véritablement, peut-il travailler sur le lieu de travail s'il travaille dans un endroit où il est isolé? Le bon sens voudrait qu'on réponde oui. Et en réalité, ça n'est pas la réponse. Pourquoi? Parce que le télétravail, tel qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics en souhaitent l'application la plus large, répond en fait à un impératif de santé publique. Il s'agit de limiter les déplacements dans les espaces sociaux, donc de limiter ce qu'on appelle les interactions sociales, les contacts, les différents croisements, et dans tous les espaces, mais y compris les espaces extérieurs, donc dans les transports publics, donc même dans l'espace public, au maximum. Bon, voilà, éviter que les croisements se fassent, en tout cas pour se rendre au travail. On ne peut pas tout limiter, mais au moins pour se rendre au travail, si on peut exécuter le travail à distance. Donc la notion de bureau, elle n'est pas suffisante. Quand on parle de bureau individuel, ça ne suffit pas. Il faut voir le problème, la question plus largement. Et voilà. Alors, en n'ignorant pas évidemment que cette situation génère aussi des difficultés. Et c'est celle qu'on va envisager ensemble. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur au moins le télétravail en bureau individuel, pour commencer.
Alors effectivement, du coup, la situation actuelle liée à l'épidémie de Covid-19 amène l'État à demander effectivement ce qui est la mise en place du télétravail. Donc, à la réponse, dois-je mettre en place le télétravail? Comme l'évoquait Madame Jubin, actuellement, la réponse est oui, pour pouvoir répondre aux enjeux et aux besoins de la crise sanitaire. Cependant, on voulait rappeler et apporter l'attention sur le fait que le télétravail en période de crise, tel que on le connaît depuis 1 an, c'est totalement différent du télétravail habituel. Quand on se passe en télétravail de façon habituelle, c'est un télétravail qui est négocié, qui est programmé, qui est organisé. Ce qu'on n'a pas connu du coup avec la mise en télétravail l'année dernière, où ça a été un télétravail en réaction à un phénomène où du coup les choses n'étaient pas organisées, les moyens n'étaient pas forcément là, les outils n'étaient pas là, les gens ne s'étaient pas concertés pour pouvoir programmer ce télétravail. Donc on est bien sur deux principes organisationnels différents et des environnements différents. Actuellement aussi, avec le télétravail en période de crise, on a par exemple le conjoint aussi qui va être en télétravail, on a les enfants qui sont à la maison. Ce sont autant de contraintes qui s'ajoutent, ce qu'on n'a pas classiquement dans un télétravail qui est préparé et qui est concerté pour sa mise en place. On vient sur l'année qui s'est écoulée, je pense que tout le monde en a pu faire l'expérience, c'est qu'on voit l'intérêt de mixer le télétravail avec du présentiel. On voit l'importance du présentiel, que ce soit pour l'échange d'informations au sein de l'entreprise, pour le maintien du collectif de travail, pour le maintien de la fonction sociale du travail. On voit bien qu'on en a besoin. Après, effectivement, le contexte actuel demande un effort actuellement pour pouvoir mettre le plus possible de télétravail. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, on va traiter différentes questions avec différentes pistes de solutions pour essayer que ça se passe au mieux au sein des entreprises. Bien, et donc concernant la mise en place du télétravail, effectivement, vous venez de distinguer la situation du télétravail obligé et du télétravail, je dirais, consenti, voilà, hors période exceptionnelle. À ce titre, le Code du travail fait bien la distinction puisque je rappellerai les 2 dispositions légales importantes. La première, c'est l'article L12 2211 du Code du travail qui permet à l'employeur d'imposer le télétravail. Alors, l'article nous dit, en cas de circonstances exceptionnelles et notamment de menaces d'épidémie, voire d'épidémie, et cet article a été écrit avant la crise Covid, ou en cas de force majeure, ou en cas d'épisode de pollution voilà, nécessitant une organisation adaptée, et ça rappelle des choses effectivement qu'on connaît déjà, hein, quand on est en circulation alternée par exemple, on pourra se reposer la question de savoir si ça n'oblige pas éventuellement à rentrer dans une période de télétravail. Voilà, c'est des questions qui vont s'ouvrir là devant nous avec ces dispositions qui permettent à l'employeur alors quand on dit sans l'accord du salarié, sans l'accord au sens contractuel, hein, sans une modification du contrat ou même un accord collectif qui permettent à l'employeur de mettre en place le télétravail. Voilà pour cette disposition. Si parmi vous, en tant qu'employeur, vous vous interrogez sur la base légale qui vous permet d'imposer le télétravail, il faut le dire, selon les indications, les prescriptions actuelles gouvernementales. Pour ce qui est du télétravail hors période de crise, je complète en disant que là, il faut se reporter à d'autres dispositions. Je les cite aussi. Ce sont les articles L12 22.9 et L12 22.10 du Code du travail qui contiennent les principales dispositions légales sur cette forme d'organisation. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que, au fond, le législateur n'a pas, depuis 2005, travaillé tout seul sur la question du télétravail, avant ce passage obligé en télétravail. En réalité, ce sont plutôt les partenaires sociaux dans leurs discussions, notamment au niveau national, qui ont progressivement élaboré les règles. Et actuellement, les règles actuellement applicables au télétravail qui comprennent ceux que je viens de donner, du Code du travail, donc on a le Code du travail d'un côté, et des règles qui viennent compléter cet ensemble et qui sont prescrites par ce qu'on appelle l'accord national interprofessionnel,
l'ANI, dans notre langage de juriste, l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020. Alors, cet accord national interprofessionnel, au fond, est une sorte de guide pratique, quasiment, puisqu'il reprend sur l'ensemble un grand nombre de questions inhérentes à la mise en place du télétravail. Donc, c'est un guide juridique, au sens où il contient, alors non pas les règles pratiques, mais les règles juridiques de la mise en place du télétravail. Et la particularité surtout, c'est que depuis quelques jours seulement, le 13 avril, très précisément, au journal officiel, il a fait l'objet d'une extension. Alors, l'extension signifie que l'accord national interprofessionnel, qui n'était finalement applicable qu'aux signataires depuis le 26 novembre, est applicable à toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité. Donc, toutes peuvent s'y référer et tout droit prescrit par cet accord est opposable également. Les salariés peuvent s'en prévaloir. J'en prends un seul, c'est celui du remboursement des frais professionnels. Si le télétravail génère des frais professionnels, eh bien, l'accord national interprofessionnel prévoit cette règle qui n'était pas prévue par le Code du travail ou qui l'était, qui a été supprimée en 2017. Eh bien, l'accord national interprofessionnel y revient, qu'il s'agisse, sans faire de distinction d'ailleurs exactement, c'est un peu subtil, mais enfin bon, elle y revient, voilà ce qu'on peut préciser. Et donc, cet accord est applicable, je le répète, à tous les secteurs, toutes les entreprises. Alors, à l'exception peut-être du secteur de l'économie sociale et solidaire, là, il y a une discussion là de savoir, il faut stabiliser ce point de droit. Mais voilà, c'est une partie de l'activité. Pour le reste, l'accord est applicable. Voilà, et vous l'aurez en lien dans le document que l'on a produit. Alors voilà pour les règles, au fond, hein, c'est de ça qu'il faut partir aussi. Et on va poursuivre, comme on vous le propose là, une fois ces précisions données, de savoir quelles sont ces obligations justement de l'employeur, et notamment de savoir s'il est obligé d'adapter, d'aménager le poste de travail au domicile du salarié. Il doit être le garant des conditions de travail. Donc la question se pose effectivement de savoir jusqu'où va cette obligation, et notamment en situation de télétravail où le salarié n'est pas sur place. Alors, ce que nous dit à la fois la loi, mais surtout maintenant l'accord national interprofessionnel, c'est que l'employeur doit fournir des équipements de travail pour l'exécution du travail, au même titre qu'il le ferait pour le salarié dans l'entreprise. C'est-à-dire que dans la règle du contrat de travail, l'employeur fournit une tâche à exécuter et les moyens, donc les équipements. En contrepartie, le salarié fournit, je dirais, sa force de travail, son intelligence au travail, sa propre part au contrat dans l'exécution du travail à réaliser. Et donc l'employeur doit fournir les moyens d'exécution du travail. Alors, soit il les fournit, soit le salarié soit en dispose, ou bien il les met à disposition contre indemnisation. Donc là, les modalités seront établies par l'entreprise et également pourront faire l'objet d'une charte, voire d'un accord d'entreprise pour établir les conditions de cette prise en charge. Alors, le cas où l'indemnisation est fournie, le cas où le salarié apporte son matériel, on l'a vu, hein, notamment dans la situation du confinement imposé dans des délais très courts, c'est le cas où le salarié, par exemple, utilise son téléphone personnel, voire son ordinateur personnel. Vous voyez, ça a pu se produire quand il fallait mettre en place le télétravail de manière précipitée, ou même dans des petites structures où on n'a pas le moyen de dédoubler. Avec accord des parties, hein, ça ne peut pas être imposé, vous le comprenez bien. Hein. C'est d'abord l'employeur qui doit fournir les moyens d'exécution du travail. Donc, il ne peut pas être imposé au salarié d'utiliser son téléphone personnel ou son ordinateur, par exemple. S'il y consent, en tout état de cause, il devra être indemnisé. Alors, l'employeur sera tenu également à la maintenance des équipements. Et en contrepartie, le salarié de respecter effectivement les consignes d'utilisation des équipements. Moins connu, sans doute, l'employeur devra souscrire une assurance
une assurance du matériel effectivement utilisé pour l'exécution du travail, en particulier une assurance du matériel qu'il fournira, puisque ce matériel peut être détérioré à un moment, et donc c'est bien l'assurance de l'employeur et non pas du salarié qui devra intervenir. Voilà. Autre précision, l'employeur n'est pas tenu de vérifier la conformité du poste de travail, alors ni l'installation électrique, ni la hauteur à proprement parler, mais ça ce seront des préconisations, mais il n'y a pas d'obligation de vérifier que le poste de travail répond en tout point aux normes qui sont applicables dans l'entreprise elle-même. Voilà, là on a là une distinction, en tout cas en période de crise. Il restera à voir, au-delà de cette période de crise, comment le droit également évolue sur cette question, dans le cadre notamment d'un télétravail structurel. Hein. Là, on apprend en marchant, et pour l'instant, nous sommes, hélas, encore en période de crise. Donc voilà l'état de la règle. Et puis enfin, là, on rappelle que sur toutes ces questions de santé-sécurité, évidemment, les représentants du personnel peuvent là jouer un rôle important pour être les interlocuteurs, intermédiaires parfois, de l'employeur et des télétravailleurs, donc à domicile. Voilà, on peut préciser sur l'aménagement du poste, le coût et la fourniture du matériel. Alors, du coup, je vais reprendre un petit peu concernant l'installation du salarié au poste écran. Donc, je vais passer un peu rapidement parce qu'il est déjà 14h30. Avec le télétravail, il est vrai que le temps sur écran a vraiment augmenté environ d'1 heure, notamment car les réunions sont effectuées en visioconférence, et il faut savoir que le risque au travail par rapport au travail sur écran peut être majoré à domicile, car l'espace de travail n'a pas été conçu avec les mêmes spécificités que dans votre bureau. En télétravail, c'est l'ordinateur portable qui est principalement utilisé, et il a l'avantage certes de la mobilité, mais utilisé en continu, les positions peuvent s'avérer être néfastes pour le corps. En effet, il est constitué d'un seul bloc, votre ordinateur portable, et il ne permet aucune adaptation à la morphologie de son utilisateur. Il force donc le corps à adopter une posture contraignante, le plus souvent la tête en avant ou le dos courbé. Donc, si vous travaillez principalement sur ordinateur, il est préférable d'avoir un ordinateur fixe. Donc, pour avoir une posture neutre, il est important d'avoir de l'espace donc sous le plan de travail pour permettre de bouger les jambes, d'avoir les pieds au sol ou sur un repose-pied. Les cuisses sont parallèles au plancher. La personne doit s'installer donc au fond de son siège et tenir son dos bien droit, appuyé contre le dossier du siège. À la maison, si vous avez un siège qui soutient faiblement vos lombaires, vous pouvez placer un coussin lombaire entre le dossier et votre dos, par exemple. Les épaules sont relâchées, les coudes le long du corps avec un angle environ de 90 degrés. Les avant-bras donc sont horizontaux, proches du tronc et appuyés soit sur le bureau, soit sur des accoudoirs réglables. Pour les accoudoirs fixes, ils ne peuvent pas s'adapter à votre morphologie, donc comme ordinateur portable, et ils peuvent être source de gêne pour s'insérer sous le bureau. Donc, il est préférable d'avoir des accoudoirs réglables. Donc, si vous travaillez sur un ordinateur portable, il y a différentes possibilités. Vous pouvez avoir un support pour ordinateur, comme sur l'illustration de la diaporama, ou avoir un écran déporté, un clavier et une souris déportés. Et alors là, votre ordinateur portable servira uniquement d'unité centrale. Le clavier doit être positionné face à l'utilisateur, à environ 15 cm du bord du bureau, pour reposer les avant-bras. Privilégiez un clavier plat, afin que vous ayez une position neutre des poignets. La souris dans le prolongement du clavier. L'écran doit être face à l'utilisateur à environ la longueur d'un bras. Et pour garder une position neutre du cou, il faut que le haut de l'écran, donc le contour, soit situé au niveau des yeux. Si vous n'avez pas d'écran réglable en hauteur, vous pouvez placer des documents dessous jusqu'à atteindre la hauteur adaptée. Attention toutefois pour les personnes qui portent des lunettes et qui utilisent le bas des verres pour l'écran d'ordinateur. À ce moment-là, l'écran doit être placé le plus bas possible et être un peu incliné en arrière, un petit peu comme un livre ouvert. Donc, si vous respectez l'ensemble de ces recommandations, le fait de rester assis statique toute la journée provoque quand même des douleurs et des tensions. Donc, aucune posture n'est bonne si elle est prolongée. Il est important de se lever, de bouger, de marcher au cours de votre journée de travail pour relancer la circulation sanguine et limiter les tensions.
Donc, vous pouvez trouver des opportunités de bouger, par exemple en téléphonant ou si vous faites une réunion ou par exemple ce webinaire, vous pouvez éventuellement le regarder en position debout pour couper un petit peu la posture statique assise. Plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap, il faut savoir qu'il y a une aide AGFIP qui est disponible. Son objectif est d'accompagner les employeurs qui développent le travail à distance du fait des conditions sanitaires. Et ainsi, il permet d'assurer la continuité de l'activité. Donc, cette aide financière est d'environ 1 000 € maximum hors taxe. Elle concerne le coût d'un équipement informatique, par exemple, d'un siège de bureau. Pour plus de précision, à la fin de ce webinaire, vous aurez le lien à la fin de la présentation. Donc, on a fini une première petite partie. Avant de continuer, on va répondre aux quelques questions qui ont été posées. Donc, la première question, c'était en fait par rapport au référent Covid, sous quelle forme était prévue sa désignation? Est-ce que c'était en CSE, en CSSST? Est-ce que c'est sur volontariat? Enfin, voilà. Alors, c'est l'employeur qui décide de la désignation du représentant Covid. Il n'est pas prévu de modalité particulière. Enfin, alors c'est pas une colle exactement, mais je n'ai pas croisé cette information, donc je n'ai pas à l'esprit, en tous les cas, qu'il relève d'une désignation, par exemple, comme le référent harcèlement sexuel en entreprise. Vous savez que c'est le cas. Il y a un référent harcèlement sexuel qui est un membre de la délégation du personnel. Là, c'est pas le cas. Le référent Covid, c'est vraiment celui qui va être le référent de l'employeur pour mettre en place la politique Covid de l'employeur. Donc, a priori, pas soumis à une procédure de désignation sur avis. Je réserve parce que j'ai pas croisé l'information, mais je la vois pas écrite, donc j'ai aucune raison de penser qu'elle existe. Et en tout état de cause, en fait, c'est bien alors je dirais le salarié, c'est quelqu'un qui a une fonction interne dans l'entreprise et qui sera le porteur de la politique. Donc il est désigné par l'employeur. Ensuite, on a des questions sur la répartition en fait télétravail et présence. Par exemple, il y a des salariés qui ont des missions qui sont télétravaillables, mais pour des raisons psychologiques, des difficultés, sans forcément avoir d'attestation médicale, ils viennent travailler sur site 1 à 2 jours par semaine. Est-ce que l'employeur peut être sanctionné, sachant qu'il respecte son obligation de santé et sécurité, mais pas l'injonction actuelle de télétravailler à 100%? Alors, on sait bien là que c'est une des difficultés actuellement, mais pour autant, la prescription, aujourd'hui, c'est le télétravail complet. Le télétravail complet, sachant que le protocole précise pour autant que à la demande du salarié, une journée peut être non télétravaillée, et ce sous réserve de l'accord de l'employeur. Autrement dit, effectivement, ce qui a été voulu, c'est d'aller au maximum des possibilités de l'organisation du télétravail. Mais le législateur, lui aussi, est conscient, les pouvoirs publics sont conscients des difficultés de ces périodes de télétravail prolongées dans le temps, c'est des mois et des mois que cela dure, et donc prennent en compte la possibilité d'ajuster, la possibilité d'aménager ce télétravail. Voilà, mais dans des limites les plus strictes possibles. Ouais. Après, on a une autre question qui est un peu dans le même style. Effectivement, c'est toute la limite entre l'obligation de prévention de l'employeur et ce qui est demandé. C'est pareil, du coup, il y a l'exemple d'un salarié qui vient en voiture de service et seul dans le véhicule, donc qui n'est pas soumis à croiser des personnes pendant ses déplacements et qui a une activité télétravaillable. L'employeur peut-il refuser et obliger le salarié à venir au bureau? Alors, bon, évidemment, si au cours du transport il est seul, c'est pas au cours du transport qu'il pourra produire une contamination ou être victime lui-même de cette contamination. Mais il peut exister des temps intermédiaires. Croiser quelqu'un dans l'ascenseur, croiser son voisin, etc., etc. Et c'est bien ces temps-là qui sont identifiés aujourd'hui comme n'étant pas des temps, effectivement, je dirais liés strictement au travail, mais des temps sociaux qui sont des périodes intermédiaires de déplacement qui participent de la contamination ou du développement de la chaîne de contamination. Et donc,
malgré le fait de voyager dans les transports publics, par exemple, eh bien l'employeur aura un motif, en effet, d'imposer le télétravail aux salariés de la même façon. D'accord. Et dernière question avant de continuer. Dans le cadre d'un télétravail sur volontariat du salarié, hors crise sanitaire, pour le coup, voilà, dans le contexte normal, l'employeur doit-il fournir, il doit fournir l'équipement informatique pour réaliser l'activité, mais est-ce qu'il doit fournir le bureau, la lampe, la chaise, etc. Alors, bon, la législation n'est pas descendue dans ce détail. Elle dit l'employeur doit fournir les équipements de travail. Et on l'a entendu un peu plus tôt, donc par la prévention, le service de prévention de la médecine du travail, en assurant une installation, enfin, en faisant en sorte que le salarié travaille dans des conditions les plus ergonomiques possibles. Bon. Pour autant, l'employeur n'a pas l'obligation d'installer un poste aux conditions ergonomiques de sa seule initiative. Donc ça n'est pas prévu en tant que tel. Il doit fournir aux salariés les moyens, je dirais, de communication, d'exécution du travail à distance par le matériel lui-même et éventuellement les logiciels, etc. L'employeur ne va pas le législateur ne va pas jusqu'à exiger que soit fourni le matériel à proprement parler. Simplement, peut-être ce qu'il faut préciser là quand même, c'est que la question pourra se poser pour des salariés disposant de postes aménagés dans l'entreprise et de savoir comment l'employeur pourra répondre à l'obligation d'organisation du travail dans des conditions compatibles avec l'état de santé. Mais là, je me tournerai volontiers vers le service de santé qui peut compléter mon propos. Oui, effectivement, d'où le fait que la GFIP propose des aides financières pour aménager les postes de travail en télétravail pour les personnes qui ont des soucis de santé. Voilà. Et alors, vous dire où est la frontière entre l'obligation de fournir le matériel et la responsabilité de l'employeur à organiser le travail dans des conditions de santé et de sécurité relevant de son obligation, c'est toute la question. C'est toute la question et on ne peut pas la définir en un mot. Vous voyez bien qu'on est sur des ajustements et en tout état de cause en période de crise, on peut imaginer que l'obligation de l'employeur soit plus limitée que lorsque le télétravail sera devenu une modalité d'organisation pérenne dans l'entreprise, durable. Probablement, voilà, on peut penser raisonnablement que ce qui n'est pas une obligation aujourd'hui pourrait évoluer demain dans une organisation plus durable du télétravail. On va pouvoir continuer parce que la question d'après, la réponse va être dans la suite, donc on peut continuer. D'accord, merci. Alors, en effet, je vous le disais, parmi les questions, oui, celle de savoir, alors non pas s'il y a une obligation d'aménagement, c'était l'angle que nous avions précédemment, mais savoir comment le salarié devait être, enfin, si l'employeur devait indemniser le salarié par rapport aux différents frais générés par le télétravail. Et parmi les frais, il y a des frais généraux, en quelque sorte, les frais d'électricité liés au logement, éventuellement au matériel, ou aux moyens de communication, tels que le forfait Internet. Eh bien, en effet, depuis, je vous le disais un peu précédemment, mais je peux le développer là et vous donner les références précises, le principe a été posé que ces charges, ces coûts liés au télétravail devaient être supportés par l'employeur. La réponse est claire au moins depuis l'extension le 13 avril, au journal officiel du 13 avril dernier, de l'extension de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020. Donc, soit l'employeur fournit le matériel, soit le salarié, alors soit l'employeur le fournit, soit l'employeur verse éventuellement un forfait, pourquoi pas. Soit le salarié avance les frais et il sera alors remboursé par l'employeur sur justificatif. Tout de même, ce qu'il faut préciser là-dessus, c'est tout à fait important et ça fait l'objet d'une réserve d'ailleurs dans l'extension de l'accord dont je parlais du 26 novembre, une extension le 13 avril. Le salarié ne pourra engager de frais que s'il a eu l'accord préalable de l'employeur.
Donc là, il convient effectivement qu'il y ait, ça paraît logique finalement, puisque ce sont des montants qui sont engagés pour le compte de l'entreprise, que l'employeur donne son accord sur les frais engagés. Donc ça, alors il me semble là, si vous voulez qu'on touche à quelque chose de sensible, mais qui a été précisé et qui mérite véritablement une information de tous. Donc, s'il y a bien une information qu'il faut clarifier à l'égard des télétravailleurs, de l'information qui leur est due, c'est celle-ci, selon évidemment les situations qui seront les vôtres et les règles que vous avez mis en place sur cette question. Ce qui pourrait paraître adapté, c'est aussi de fixer ces règles, maintenant qu'elles sont clairement établies, dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue social, c'est-à-dire, par exemple, de la négociation d'un accord d'entreprise, voire d'une charte, s'il n'y a pas de négociation, qu'on appelle aussi un engagement unilatéral de l'employeur, et qui est soumise, elle, à l'avis du CSE, mais qui relève de l'initiative du seul employeur, qui n'est pas négocié à proprement parler. Voilà, ce sont ce sont en tous les cas des cadres qui permettraient de fixer clairement les règles pour éviter des litiges, pour éviter qu'elles soient source de litiges. Alors, pour vous inspirer, je vous invite à vous reporter à ce qu'on appelle la newsletter du dialogue social. Je vais revenir sur les exonérations, ne vous inquiétez pas. Je vous invite sur cette question finalement des modalités du télétravail, comment conclure un accord, quels sont les exemples dans la région que l'on peut trouver. Je vous invite à vous reporter à ce qu'on appelle la newsletter du dialogue social, qui est éditée par, j'allais dire la DRETS maintenant, qui est la Directe. J'aurais pu vous faire cette présentation aussi, on y reviendra si vous le voulez. Et le lien se trouve sur la diapo 23, je pense, mais on pourra la remettre sur cette version qu'on diffuserait. Si on diffusait le document, on pourrait le remettre là, le lien, parce que vous avez un lien d'accès. Vous allez sur le site de la Directe ou de la DRETS. Vous l'avez mis dans le chat. Merci beaucoup. Voilà, et vous pouvez vous reporter. Alors là, en fait, c'est un travail que nous faisons tous les mois et le thème change. On avait produit déjà une lettre en avril dernier sur les débuts du télétravail, en quelque sorte. Et puis, on a renouvelé l'exercice parce que les accords se sont développés sur le télétravail et on en a refait l'examen pour pouvoir illustrer ce qui peut être fait dans le cadre d'un accord négocié et des modalités qui peuvent éventuellement vous inspirer pour mettre en place ces règles de manière, je dirais, concertée, pour établir ce qu'on appelle la loi commune. C'est-à-dire que là, on se met d'accord sur la règle. Si on l'est pas, on l'est pas d'ailleurs, mais on recherche partout où l'on peut à établir la règle de sorte qu'on évite que chacun s'y retrouve, bien entendu, soit rempli dans ses droits, mais également qu'on évite des sources de tension, voire de litiges ultérieurs. Voilà. Et puis enfin, dernière précision sur notamment le régime social et fiscal du forfait en contrepartie du télétravail qui serait attribué aux salariés. Il faut savoir qu'il est exonéré de charges sociales et de contributions sociales à hauteur de 10 € à raison d'un jour de télétravail par semaine, et ce dans la limite de 50 € par mois. Donc, dans la limite de 50 € de forfait versé aux salariés en contrepartie des frais générés par le télétravail, l'employeur sera exonéré de charges sociales. Bon, là, allez sur le site de l'URSSAF et vous aurez toute l'information. De même, je vous renvoie vers l'administration fiscale, c'est moins notre domaine. Mais là, c'est tout à fait précisé, et en particulier la règle selon laquelle le versement forfaitaire qui serait attribué aux salariés en contrepartie de ces frais générés par le télétravail seront exonérés pour l'année 2020 en tout cas, loi de finances 2020, seront exonérés de l'impôt sur le revenu. Voilà, on n'a aucune raison de penser que pour 2021, ce ne serait pas le cas non plus. Mais voilà, c'est déjà précisé pour 2020. Donc là aussi, c'est une information qui peut être utile à chacun, l'employeur par rapport au forfait qu'il peut verser et le salarié par rapport à sa propre fiscalité. Voilà, sur ce point-là. Il y a juste une petite question. Est-ce que ce forfait de 10 € par jour télétravaillé est-il obligatoire pour l'employeur lorsque le télétravail est basé sur le volontariat du salarié? Oui, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction, que l'on soit en télétravail, organisation habituelle, ou bien télétravail de crise sanitaire, puisque c'est en l'occurrence, il n'y a pas de distinction, c'est une forme de télétravail. Donc, le forfait est exonéré de charges.
Alors, en télétravail, suis-je joignable comme en présentiel? Eh bien, pour répondre à cette question, au fond, il faut revenir au principe de base, qui est que le télétravailleur reste un travailleur. Donc, le principe d'égalité dont nous parlions se décline aussi par rapport au temps de travail. Et donc, le salarié télétravailleur n'est ni plus ni moins joignable. Il est joignable dans le respect des règles du temps de travail. Et notamment, alors, la première règle tout de même, c'est que c'est l'employeur qui fixe et contrôle les horaires de travail. Et je rappelle d'ailleurs que l'employeur a une obligation de contrôle des horaires. Donc ça, c'est la même règle que pour tout travailleur dans l'entreprise. Et à charge pour le salarié, évidemment, d'être opérationnel et disponible pendant ce temps de travail fixé par l'employeur. Il faut quand même rappeler que les droits de pause et de pause méridienne à l'heure du déjeuner sont également des règles de droit maintenues dans le cadre du télétravail. Pas parce qu'on serait éventuellement plus disponible en télétravail que pour autant on chinte sa pause. Voilà, sa pause, alors là, soit la pause légale, soit la pause conventionnelle. Voilà, le régime de pause, au fond, dans l'entreprise est transposable en situation de télétravail. Et puis les droits, évidemment, au repos. Le droit au repos entre 2 journées de travail, le repos de 11 heures, qu'on appelle le repos quotidien, et puis toutes les règles de respect de la durée maximale d'une journée de travail de 10 heures, dérogation à 12 heures par exception, et de 48 heures maximales hebdomadaires, vous le savez. Et donc, ces règles demeurent parfaitement applicables comme en situation de travail dans l'entreprise, de la même façon. Par contre, ce que le législateur a précisé, c'est par ce qu'on connaît en fait, qu'on sait qu'une partie de la difficulté, c'est une sorte de permanence du travail liée à ce mode d'organisation où au fond un ordinateur, lui, il peut ne jamais décrocher. Or, le salarié, lui, il a un régime de repos. Et il a ce qu'on appelle droit à la déconnexion, donc ne pas être tenu à ce lien avec la machine, on pourrait le dire aussi comme ça. Et alors en particulier pour les salariés en forfait, parce que les salariés et les salariés en forfait jour ne sont pas soumis à l'ensemble des règles encadrant le temps de travail tel qu'on vient de les rappeler. Et donc le législateur a ajouté en fait au Code du travail une disposition rappelant que des plages horaires de disponibilité devaient être précisées par l'employeur quand il n'existe pas des horaires de travail 8h midi, 14h, 17h par exemple. Voilà. Et ça pour les salariés ayant un régime particulier de temps de travail. Voilà ce qu'on peut préciser sur la question du point de vue du droit du travail. Donc effectivement, le cadre temporel, les moments où le salarié doit être en activité est défini par l'employeur. Après, on est en période particulière, je me répète, mais c'est vrai que du coup, on est sur des contextes particuliers, on a la garde d'enfants, peut-être le conjoint aussi en télétravail. Donc l'idéal, c'est effectivement de pouvoir choisir ces horaires de travail en concertation avec l'employeur, définir quel est le cadre temporel des salariés, en lien avec les besoins de l'activité, mais aussi en lien avec les contraintes des salariés. Et dans ces plages d'activité, définir aussi des horaires où il est joignable, ce qui est deux choses différentes. Je peux être en train de travailler, mais pas forcément joignable. Et du coup, définir des horaires où les salariés vont être joignables, ou aussi le manager peut être joignable par ses salariés, pour faciliter les communications. L'idée est d'éviter les interruptions incessantes, puisque souvent, on se rend compte qu'en entreprise, derrière l'idée de télétravail, on a l'idée que, vu qu'il est chez lui, je peux l'appeler n'importe quoi, il va répondre. Sauf que il peut être effectivement déjà en conversation téléphonique pour le travail avec un client, par exemple, ou en réunion, ou en visio, ou en train de travailler sur un document et que du coup, ça l'interrompt pendant ce travail de rédaction. Donc, voilà, dans les petites pistes d'organisation, c'est ça, c'est définir des horaires qui sont le plus adaptés aux salariés en fonction des besoins de l'activité, mais aussi de ses contraintes, et définir des plages où il est plus facilement joignable. On peut aussi, de façon collective, définir une charte de communication, c'est-à-dire qu'on va décider sur quelle thématique on va plutôt utiliser le mail, puisque du coup, ça peut peut-être être quelque chose qui va attendre
d'être lu et qui va pouvoir être répondu un peu plus tard. Quand est-ce que je vais utiliser le téléphone ou quand est-ce que je vais prendre un vrai rendez-vous téléphonique. C'est-à-dire que si j'ai une question et je sais que je vais appeler mon salarié et que ça va lui prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour me répondre, peut-être que c'est plus pertinent d'avoir un rendez-vous téléphonique que de l'interrompre à un moment de son activité. On sait que les interruptions de tâches sont chronophages parce qu'on perd du temps, il faut se remobiliser ensuite sur l'activité qu'on était en train de réaliser. Elles ont un impact cognitif, elles surchargent aussi, elles surchargent au niveau cognitif et elles peuvent amener de la fatigue. Le télétravail, quand même, il y a une certaine liberté d'organisation, donc c'est en lien avec ce que je viens de dire, le fait de pouvoir faire des choix. Après, il ne s'agit pas de faire moins d'heures, par exemple, mais c'est bien de les adapter à l'activité et aux contraintes et définir aussi le droit à la déconnexion, c'est-à-dire que comment dans l'entreprise le droit à la déconnexion est mis en place. Est-ce qu'on arrête les accès aux messageries à partir de 19h le soir? Est-ce qu'on arrête les accès aux plateformes pour les documents à un certain moment de la journée? Enfin voilà, c'est des choses qui sont négociées et discutées dans l'entreprise pour faciliter l'organisation de tout le monde. Alors, finalement, en tant qu'encadrant, en tant que manager, la question, c'est de pouvoir manager à distance et donc de savoir ce que fait le salarié. Alors, ce que fait le salarié, évidemment, les instructions, les moyens pour exécuter le travail lui auront été donnés, mais comment faire pour suivre l'activité? Alors, on sait qu'il existe un certain nombre de moyens, d'outils pour procéder. Alors, on a pris le thème de surveillance ou en tout cas, de contrôle aussi. Hein, et c'est bien entendable dans le cadre de l'activité de l'encadrement. C'est son rôle. Et donc, quelles sont les règles là-dessus? Puisqu'au fond, vous le pressentez, cette notion de surveillance, en fait, peut induire des intentions dans la surveillance qui ne seront pas nécessairement compatibles avec un principe qui est celui du droit au respect de la vie privée ou au droit de la personne. Donc, les systèmes de contrôle et de surveillance comportent un certain nombre de limites. Voilà. Alors, on pourrait revenir parce que la frontière peut être ténue, mais on verra quand même que sur la base du principe suivant posé par la loi, on s'y retrouve assez bien. Et donc, le législateur a rappelé le principe du respect au droit de la vie privée du salarié, c'est-à-dire que tout acte ne peut pas être surveillé, même si les moyens techniques existaient. Et donc, un système de surveillance, en fait, doit être justifié par la nature de la tâche à réaliser et proportionné au but recherché. Alors, au fond, donc, un système qui permettrait de tracer l'activité du salarié, également de savoir quelles ont été les connexions qu'il a effectuées. Eh bien, ce système doit être justifié véritablement par, ou la surveillance de ce système, voire les restrictions qui seraient apportées, doit être justifiée par la réalisation du travail et pas par une autre intention. Et il doit également être proportionné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'employeur n'est pas en mesure, d'après la jurisprudence existante, d'interdire absolument toute connexion en dehors de la seule et unique utilité professionnelle. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, un salarié qui se connecterait, par exemple, sur sa messagerie personnelle parce qu'il attendrait une information qu'il aurait besoin de connaître au moment du temps de travail. C'est-à-dire qu'il il peut pas prendre de pause à ce moment-là, c'est pas le moment, il a un client, il doit répondre dans un délai restreint, mais parallèlement, il lui faut répondre sur un contrat personnel. Enfin voilà, il a une réponse à apporter à titre personnel. Eh bien, la jurisprudence qui a eu à trancher des litiges dans ce cadre-là répond que l'employeur ne peut pas restreindre totalement l'usage, par exemple, de l'outil informatique pour une connexion personnelle. Une telle restriction, en fait, ne serait pas proportionnée
au but à atteindre, qui est de pouvoir réaliser avant tout le travail avec les moyens qui sont donc attribués aux salariés pour ce faire. Et au fond, ça rappelle en fait que dans la relation de travail, ce qui prévaut, c'est la loyauté et la bonne foi. Ce sont deux principes auxquels les juges se réfèrent quand un litige de cette nature survient. Voilà. Et puis, en télétravail également, il faut rappeler que, bien entendu, pour les télétravailleurs, souvent, ils ont à gérer un grand nombre de données, de données propres à l'entreprise. Et là, l'entreprise a dû mettre en place des règles dites issues du règlement général de la protection des données personnelles. C'est une obligation donc de ce règlement européen de la protection des données, traduite dans le droit français. Et donc, et dans les autres pays de l'Union d'ailleurs, et donc l'employeur doit protéger ses propres données, c'est les données qu'il collecte dans le cadre de son exercice professionnel. Et le salarié devra de fait respecter ces règles dans l'exécution du travail qui est le sien. Et puis par ailleurs, l'employeur devra également, on y pense peut-être moins, mais il collecte aussi lui un certain nombre de données concernant les salariés eux-mêmes. Alors sur évidemment la gestion RH, ça c'est plus connu, mais éventuellement des données dans le cadre de la surveillance ou le traçage qu'il opère sur l'exécution du travail. Eh bien ces règles, ces données également produites par le salarié, en quelque sorte par l'activité du salarié, relèvent également de la protection des données personnelles et donc du règlement général. Alors, vous retrouverez toutes ces règles en fait explicitées sur le site de la CNIL, de la Commission nationale informatique et liberté, largement expliquées, voilà, avec un certain nombre de notices. Voilà pour ce qu'on peut dire du télétravail de crise. Alors pourquoi? Parce que ça a obligé les employeurs même en situation de crise, il convient d'assurer ce niveau de protection. Et de respect de la personne et de la vie privée. En télétravail durable, ou on l'a appelé pérenne, enfin voilà, ce qui peut être fait sur ces questions-là, là encore, c'est de revenir aussi à des règles établies conjointement de manière commune dans le cadre d'un accord d'entreprise. C'est pourquoi on parle là de négociation. On pourra éventuellement envisager une charte, qui est un acte unilatéral, on l'a déjà dit. Et puis ces règles également sur les moyens de contrôle, de surveillance, de traçage d'activité peuvent également être introduits dans le règlement intérieur d'entreprise. Ça peut relever de cet objet également. Enfin, dans le cadre de l'entretien professionnel, où là, notamment les objectifs professionnels de réalisation professionnelle sont posés à cette occasion, eh bien, également, ces règles pourront être rappelées. C'est une modalité, au fond, du contrôle des résultats. Voilà, dans le cadre d'un entretien qui a lieu tous les 2 ans, d'après l'article qui vous est cité. Alors, comment m'assurer que les salariés travaillent pour le cadre, on va dire, de la médecine du travail, il est important de développer donc la confiance réciproque, de favoriser l'autonomie et de responsabiliser les salariés. Après, effectivement, des évaluations peuvent être effectuées, par exemple avec des objectifs qui ont été atteints, des projets qui ont été finalisés, la réussite de projets et non par le temps de travail. Des comptes rendus peuvent aussi être demandés donc aux salariés. Alors, pour le manager toujours, l'une des, faut bien dire des difficultés, en tous les cas, l'une des questions pour lui dans son rôle, c'est non seulement évidemment d'avoir d'orienter ses actes, son activité d'organisation du travail, de conduite et de contrôle et d'évaluation des résultats, mais il a aussi un rôle spécifique par rapport au collectif. Et notamment comme encadrant de proximité, on pense à celui-ci, il sera également partie prenante à l'exécution du travail en sécurité.
Donc, tant pour lui-même que pour les salariés qui l'encadrent, il faut rappeler que là, l'employeur a une obligation de formation à la sécurité. Et donc, c'est le moment, alors là, c'est l'article 41-41-2 du Code du travail, L 41-41-2 du Code du travail, qui pose le principe de l'obligation par l'employeur d'assurer la formation à la sécurité. Donc, elle demeure. Hein, c'est pas parce qu'on est en télétravail et qu'il y a un éloignement que pour autant cette obligation n'existe pas. Et donc, il sera important de l'assurer au manager lui-même et éventuellement que lui-même la manage, à défaut de la délivrer, à l'égard des salariés qui l'encadrent. Alors, parmi cette obligation de préservation de la santé et sécurité, on pense évidemment aux difficultés éprouvées dans le cadre du télétravail. On parlait du risque d'isolement, mais ça peut être aussi un risque de décrochage professionnel. On le voit à travers ce qui remonte aujourd'hui. Et donc là, le salarié peut se trouver en difficulté. Alors c'est ce qu'on a eu. Alors ça peut être d'autres choses aussi. On entend parfois aussi que parfois les rapports peuvent être se tendre, hein, parce que la communication à distance est moins évidente que la communication en présence les uns des autres. Et donc pour prévenir ce qu'on appelle les risques socio-professionnels, là aussi le manager et les salariés doivent, sous l'angle spécifique du télétravail, être informés, formés. Et puis, ça n'est pas la moindre condition pour finir. Eh bien, au manager également, il convient que des outils adaptés lui soient attribués. Et parfois, on peut le voir, il n'est pas simple de mettre à disposition tous les moyens de connexion qui marchent très très régulièrement pour maintenir une animation du travail, une conduite, du travail à distance. Et donc, pour autant, l'employeur est tenu de fournir ces moyens également à son encadrement. Voilà, au même titre qu'un salarié, au fond. C'en est un d'ailleurs. Alors, on voit que le management à distance, c'est vraiment une nouvelle activité. C'est-à-dire qu'on ne manage pas ces salariés qu'on voit tous les jours, qu'on croise, auxquels on dit bonjour tous les matins, de la même façon que des salariés qui sont à distance. Ça, c'est un retour qu'on a eu de la part de beaucoup de managers. Il a fallu repenser l'activité, la réorganiser pour pouvoir maintenir le lien, que ce soit en termes d'activité, mais aussi le lien des collectifs de travail. Donc, l'idée, c'est de continuer à maintenir ce lien avec le manager, mais le lien dans l'équipe de travail aussi. Donc, il faut identifier les moyens et les temps de communication qui sont nécessaires. Donc, en présentiel, on avait les temps de réunion qui étaient formels et on avait aussi tous les moments informels où on était amené à échanger de l'information, à donner une information sur un dossier ou aussi tout simplement à échanger avec les collègues. Donc ça se faisait de façon plus informelle. C'est vrai qu'à distance, c'est des choses qu'on va essayer d'organiser. C'est un peu moins spontané, mais pour autant, ça reste nécessaire pour garder le collectif de travail. Garder le collectif de travail quand on est à distance, mais aussi le garder pour préparer le retour au présentiel. Puisqu'on espère tous qu'un jour prochain, on va pouvoir revenir de façon assez massive en présentiel dans les entreprises. Et il faut que le collectif est tenu pour faciliter ce repassage au présentiel. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir les deux, d'avoir des réunions formelles, parce que du coup, on en a besoin pour l'activité, mais aussi créer des moments plus conviviaux. Donc, on a vu apparaître dans les entreprises les visio-cafés le matin de 9h à 9h10, voilà, où on peut faire un petit temps d'échange entre collègues, comme on faisait finalement quand on était au bureau. L'idée aussi, c'est de faire des réunions plutôt courtes, mais régulières. On est tous passés par là, les visios qui durent 2-3 heures, voire même plus. On voit bien que les gens, finalement, s'épuisent, que l'attention n'est pas la même. Donc, c'est plus intéressant de faire 2 réunions d'équipe par semaine qui vont durer une demi-heure. Voilà, ça fait 2 rendez-vous au cours desquels on se voit, on peut se parler, on peut aussi voir comment se comportent les gens, voir s'il n'y a pas des difficultés, plutôt que de faire une grosse réunion qui dure 3 heures toutes les 3 semaines. Donc, voilà, changer un peu le mode d'organisation. Il faut veiller à ne pas sur- ou sous-communiquer. En fait, pour pallier à la distance, il y a des fois
en voulant bien faire, on va soit donner trop d'informations, c'est-à-dire qu'envoyer beaucoup de mails tous les jours ou appeler très régulièrement 2, 3, 4 fois par jour. Et on revient avec ce qu'on disait précédemment, c'est sur l'interruption des tâches et la surcharge cognitive. Donc, sous couvert de vouloir garder le lien, on va surcommuniquer et finalement, ça va entraîner d'autres difficultés. Ou à l'inverse, le temps faisant, puisque du coup, c'est vrai que là, ça fait presque 1 an que certaines entreprises sont en télétravail non-stop, le lien va s'effilocher et du coup, on va donner de moins en moins d'informations et perdre le lien. Donc, vraiment, c'est avoir une balance, un équilibre en fait entre la sur- et la sous-communication, avoir quelque chose de cohérent. On va continuer à cultiver et valoriser le travail d'équipe. Non, encore sur la diapo d'avant, s'il te plaît. Continuer le travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on a vu aussi certains managers découper les tâches pour qu'elles puissent être faites par qu'une seule personne, en se disant bah oui, ça va être compliqué, ils sont en télétravail, ils vont avoir du mal à se contacter, etc. Du coup, on va scinder l'activité pour qu'elle soit réalisée par qu'une seule personne. Il faut plutôt faire l'inverse, continuer à encourager le travail à plusieurs, puisque finalement, travailler à 2 sur un projet, surtout après 1 an de pratique, on arrive maintenant en visio, par téléphone, les échanges de mails, les outils informatiques qu'on a, à mener des projets à plusieurs et ça permet de garder le lien du collectif et les échanges de savoir-faire aussi pour améliorer l'activité. On peut échanger aussi sur les différents outils, donc les calendriers partagés, les outils de discussion, et échanger sur leurs usages, que tout le monde dans le collectif soit d'accord sur la façon dont on va utiliser ces outils. Mon calendrier, il est à jour pour que mes collègues ou managers sachent quand est-ce que je suis disponible, que je ne suis pas en réunion ou en téléphone, en rendez-vous avec un client, et que là, je suis disponible pour répondre, par exemple. Voilà, du coup, on peut passer à la diapo suivante. Dans certaines structures, tout le monde n'est pas en télétravail. En fonction de l'activité, il y a des activités qui sont télétravaillables et des activités qui ne le sont pas. Donc, il faut ne pas oublier les personnes qui ne font pas de télétravail et essayer de garder le lien entre les 2 collectifs de travail. Donc, inviter les personnes qui ne font pas de télétravail aux visios des personnes qui sont en télétravail, par exemple, sur certaines visios pour pouvoir continuer à échanger. Communiquer sur l'ensemble des objectifs et sur les productions, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait par les personnes qui sont sur site, qu'est-ce qui est fait par les personnes qui sont en télétravail et comment on œuvre tous dans le même sens pour réussir l'activité de l'entreprise. Et aussi ne pas hésiter à parler et à dissiper les craintes sur l'idée reçue que finalement, quand on est en télétravail, c'est un peu un environnement un peu plus tranquille, un peu plus cool et que c'est plus simple d'être en télétravail. Sauf qu'effectivement, au bout d'1 an, on se rend compte que ce n'est pas si simple puisque beaucoup de salariés souhaitent revenir en présentiel. Donc, il faut vraiment discuter autour de cette idée et partager les contraintes pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce qui se passe en télétravail. On peut aussi responsabiliser les salariés, c'est-à-dire que oui, le manager est garant de ce qui se passe dans son équipe et peut aider à garder le lien et le collectif de travail, mais pour autant, chaque salarié est un membre du collectif. Donc, il ne faut pas hésiter à demander un soutien à ses collègues, à échanger des informations avec son collègue, à les solliciter. Ce que je disais avant, à mettre à jour son calendrier pour faciliter les relations, les échanges. Voilà, c'est aussi, certes, le manager a un rôle important et il doit se réorganiser par rapport à cette activité de télétravail, mais pour autant, chacun, en tant que membre du collectif, doit aussi apporter sa part pour continuer à avoir ces liens et cette fonction sociale du travail. Ensuite, en tant que manager, effectivement, c'est une nouvelle activité. Enfin, c'est une facette du métier qui n'était pas sur lesquelles tout le monde n'a pas été formé et qui est assez nouveau. Donc, s'il y a besoin, il faut se former. Ou aussi, si on se sent en difficulté, ne pas hésiter à alerter le chef d'entreprise ou à aller voir un autre manager qui peut peut-être avoir mis en place des choses qui fonctionnent et qui peut aussi vous aider dans votre pratique et dans votre management. Alors, je vais juste vous demander de passer plus rapidement sur les prochaines diapos parce qu'il est déjà 15h10. Donc, concernant que dois-je faire si un salarié de l'équipe se sent isolé, il est important, donc, comme on l'a précisé, de maintenir le lien social, de prévoir des instants d'échange et de communication, comme l'a souligné la RACT, de faire des points réguliers avec les salariés. Il peut être aussi envisagé notamment de majorer les heures de délégation des représentants du personnel pour faciliter la prise de contact avec eux, que ce soit par les salariés ou avec l'entreprise.
Si la situation l'exige, au cas par cas, en lien avec la médecine du travail, il y a la possibilité de retourner sur le lieu de travail. Alors, point de vigilance sur les publics plus fragiles pour la Covid-19 avec des mesures renforcées, bien entendu. Si le sentiment de solitude générale met en évidence la nécessité d'avoir un temps en présentiel pour assurer certaines activités, donc on peut toujours, comme il est précisé, alterner donc le télétravail et le présentiel en échelonnant bien sûr les retours pour éviter les brassages à risque. Donc l'isolement, c'est un processus, le sentiment d'isolement, c'est un processus, c'est non un état, il est lié à l'impossibilité d'avoir accès à un soutien en cas de nécessité. Il fragilise les interactions et peut déboucher sur plusieurs formes de dérives, comme le sentiment d'inutilité, le développement de relations de compétition ou une méfiance réciproque. Donc, on peut évaluer le vécu des salariés en situation d'isolement subi. Ça doit faire partie des préoccupations de l'employeur. Il peut être aidé, par exemple, du CSE dans ce cadre. On peut aussi repérer ce processus avec, par exemple, une baisse de participation au temps d'échange. On se rend compte que le manager et salarié sont de moins en moins en contact, une baisse de participation du salarié à la vie de l'entreprise, ou davantage de temps en télétravail. Donc, pour prévenir ce sentiment d'isolement, dans un premier temps, il est important d'avoir des outils adaptés, donc le téléphone, l'ordinateur, les mails, les visioconférences, car c'est ce lien qu'il y aura entre le télétravailleur et le collectif. Leur dysfonctionnement peut renforcer le sentiment d'isolement du télétravailleur. De plus, une situation dégradée avec ces outils peut conduire à ne pas pouvoir réaliser certaines tâches. Il faut donc bien s'assurer que chaque télétravailleur dispose des outils numériques nécessaires pour travailler à distance et aux mêmes applications qu'au bureau, que ce soit le logiciel, les logiciels, les serveurs ou les dossiers, afin qu'ils puissent travailler efficacement. Tout le monde n'est pas à l'aise aussi avec l'utilisation des nouvelles technologies, donc des formations et des aides peuvent être envisagées. Et le support informatique est souvent l'unique recours du télétravailleur en cas de défaillance. Donc, la qualité de ce support informatique est donc essentielle pour permettre de réaliser à la fois son travail à distance et d'être en lien avec ses collègues de façon satisfaisante. Pour limiter, donc on revient dessus, le phénomène d'isolement, le roulement entre télétravail et présentiel. Donc, chaque entreprise doit trouver son rythme, un équilibre entre ces deux temps de travail. Relayer les informations importantes de l'entreprise, avoir des temps d'échange donc sur le vécu à la fois des télétravailleurs mais des personnes sur site, car ces deux populations doivent fonctionner ensemble. Et donc, il est important d'avoir des temps d'échange sur les différents vécus. Valoriser les rôles de chacun, la production de chacun, et bien sûr, ne pas figer l'organisation et les modalités du télétravail, mais les évaluer et les adapter en continu. Alors, sur cette question, qu'est-ce qui doit être communiqué aux salariés sur les conditions de mise en place du télétravail? Il y a une information en particulier qui est importante, c'est celle qui concerne justement les restrictions à l'usage des équipements et moyens informatiques ou autres moyens de communication qui sont mis à disposition du salarié, et des sanctions qui s'accompagneraient d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation non respectueuse de ces règles. Et ça, c'est le Code du travail qui le prescrit. Donc là, il convient d'informer le salarié avant de lui appliquer au fond la sanction à la règle d'une utilisation non professionnelle du matériel. Voilà, je pense qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, mais là, ce qui est précis, si vous voulez, c'est qu'il y a une règle du Code du travail qui oblige l'employeur à faire à l'information en amont. Ben, là, on revient à l'obligation au fond de loyauté de l'exécution du contrat. Pour que le contrat de travail s'exécute loyalement, encore faut-il en connaître toutes les règles. Voilà, j'insisterai, je vais vite sur celle-ci. Je vous propose justement d'accélérer sur la question. Voilà. Alors, la dernière partie que l'on voulait préciser, puisqu'on a parlé au tout début de la place des représentants du personnel, c'est de savoir quel est le rôle du CSE dans la mise en place et le suivi du télétravail. Alors là, je parlerai du CSE, quelle que soit sa taille, et puis quand je parlerai des CSE de petites entreprises, de 11 à 49 salariés, je le préciserai.
Alors, au fond, on l'a compris, hein, associer des représentants du personnel, c'est au fond avoir une ressource supplémentaire. Outre le fait que c'est une obligation, bien entendu, mais c'est aussi avoir une ressource supplémentaire pour tout le monde, l'employeur comme les salariés. Et en particulier, alors voilà, ça c'est le principe en quelque sorte, mais ce qu'il convient de préciser également dans le cadre de la mise en place du télétravail, si le télétravail n'est pas mis en place dans le cadre d'un accord collectif, donc un accord de branche ou un accord collectif dans l'entreprise, négocié dans l'entreprise avec les délégués syndicaux, voire avec le CSE, mais ça nous mènerait trop loin, donc on ne le détaillera pas ici. L'employeur peut mettre en place le télétravail dans le cadre d'une charte, mais sur avis. Alors, dans le cadre d'une charte, donc un document qu'il élaborera, qui seront les règles applicables dans l'entreprise sur le télétravail, reprenant tout ce que l'on a dit finalement précédemment. Et il devra soumettre ce document à l'avis du CSE. Alors, l'avis du CSE des entreprises de plus de 50 salariés, puisque ce sont les CSE détenant un véritable pouvoir d'avis formel, hein, c'est-à-dire lui soumettre le document et qu'il rende un avis sous le mois écoulé, voire 2 mois s'il y a expertise. Bon, je ne vous fais pas le détail de cette réglementation. Donc, une charte après avis du CSE. Lorsque le télétravail sera mis en place, qu'il y ait une charte ou pas, un accord ou pas, les réunions périodiques du CSE ou même de la commission de santé, sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise, dans les entreprises de plus de 300 salariés, donc cette commission existe, eh bien l'employeur maintiendra de toute façon le fonctionnement habituel des instances à raison d'une réunion tous les 2 mois ou tous les mois, et en tout cas en consacrant au minimum dans les entreprises de moins de 300 salariés 4 réunions par an, donc une par trimestre, aux questions de santé et de sécurité au travail. C'est ce que nous traitons là à l'instant. Et ces réunions périodiques auront notamment pour objet, à leur ordre du jour, d'assurer un suivi régulier de l'organisation en télétravail, en dehors éventuellement de comités de suivi d'une charte ou d'un accord par ailleurs. Donc là, le rôle du CSE est central au stade de la mise en place et au stade de l'application de cette organisation du télétravail. Alors, dans les entreprises de moins de 50 salariés, elles ne disposent pas d'un pouvoir d'avis, mais elles ont tout de même une réunion régulière avec l'employeur. Donc là, elles pourront suivre également ces informations, mais pas avec les mêmes prérogatives, je dirais, que dans les entreprises comportant un CSE de plus de 50 salariés. Voilà. Et puis, pour finir, alors sur cette question de la mise en place, surtout, et éventuellement de l'avis des règles du télétravail en entreprise, je vous renvoie à nouveau à la newsletter télétravail numéro 13 dont on parlait plus tôt, puisqu'elle vient faire état de la négociation en Centre Val-de-Loire depuis le 2e confinement et détailler certains accords qui illustrent quelles règles peuvent être mises en place dans le cadre du télétravail. J'en profite pour préciser qu'un atelier pourra se tenir, on y reviendra tout à la fin, très vite, sur la question de la mise en place négociée ou par voie de charte du télétravail, mais cette fois de manière très pratique, au plan juridique, mais de manière très pratique. Voilà. Et puis, dernier rappel de règles succinctement sur le CSE, c'est la diapo suivante. Voilà, merci. La question s'est posée de savoir effectivement comment fonctionnait le CSE en période non pas en période Covid, mais en période de télétravail. Alors pourquoi ? Parce que lui aussi est à distance, au fond. Ce sont des salariés, les représentants du personnel également. Il est à distance. Alors, ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'en fait, il conserve toutes ses attributions, les réunions dont on vient de parler notamment, et tous ses moyens, et notamment les heures de délégation, le droit d'expertise éventuellement, d'alerte s'il le faut, son pouvoir de consultation, on l'a vu là aussi, voire de négociation d'accord, puisque vous le savez, sous réserve d'un certain nombre de règles, le CSE peut être amené également à être le négociateur en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise.
Voilà. Et puis, dernier point sur le fonctionnement du CSE. Évidemment, on l'a dit, il conserve ses prérogatives, ses moyens. Bon, pour autant, la réalité, c'est qu'il est lui aussi à distance. Et donc là, l'employeur est tenu d'assurer le fonctionnement régulier du CSE et devra donc fournir les moyens pour que le CSE puisse continuer de fonctionner, c'est-à-dire que le contact avec les représentants du personnel, voire les représentants du personnel entre eux, puisse continuer de communiquer. Et là, le législateur a adapté les règles en permettant davantage de visio que par le passé, puisque les visios étaient limitées à 3 par an, et bien désormais, voilà, cette limite n'existe plus, sauf sur un certain nombre de sujets, comme un plan de licenciement, par exemple. Là, l'employeur ne pourra pas aménager les règles et, je dirais, faire un plan de licenciement par une ou deux visios. Ça n'est pas possible. Bon, là, il faut revenir au droit commun, à la règle davantage en présentiel de préférence et à tout le moins, en tous les cas, par un aménagement qui n'est pas celui du droit commun. Pour finir, je vous renvoie au guide pratique du CSE. Alors, c'est une édition commune avec les représentants de la prévention au niveau régional et la DRETS du Centre Val-de-Loire. Et c'est un outil qui est d'ailleurs un outil véritablement pratique, puisque d'un coup de clic, on arrive sur la question que l'on souhaite. Il est quand même principalement à destination, il répond principalement aux questions des CSE de 11 à 299 salariés, qui sont les CSE les plus nombreux. Il est tout récent puisqu'il est de janvier 2021 et vous le trouvez sur le site de la DRETS. Voilà. Donc, et on vous y renvoie pour toutes les questions que vous vous posez sur ce sujet. Ensuite, du coup, pour continuer cette action sur le télétravail, donc déjà, si vous avez des problématiques particulières en entreprise, vous pouvez vous rapprocher de votre service de santé au travail. Du coup, je laisserai Aurélie faire un point là-dessus pour les interventions comme à l'habitude. Ensuite, si vous avez des problématiques spécifiques en lien avec le télétravail, il y a un dispositif qui s'appelle Objectif Télétravail qui a été mis en place par le ministère du Travail et les réseaux ANAC-TARACT. Donc, sur la présentation, vous avez le lien. Du coup, c'est un questionnaire à remplir. Ensuite, vous serez contacté par un chargé de mission. Et en fonction de la problématique, vous pourrez être accompagné par un consultant sur cette question du télétravail. Et suite à ces webinaires, on va organiser 2 ateliers à destination de publics différents. Un premier atelier qui sera pour les managers et les chefs d'entreprise. L'idée dans cet atelier, ce sera plus de faire un échange de pratiques ou des analyses de cas à partir de vos problématiques et de construire ensemble des solutions pour répondre et améliorer ce qui se passe en interne chez vous. Donc voilà, ça ne sera pas un exposé comme aujourd'hui, mais vraiment répondre à vos problèmes que vous exposerez et essayer de construire des solutions ensemble. Ensuite, il y aura un atelier aussi pour les CSE, où du coup, là, ça sera plus ce que disait Madame Jubin, sur vraiment comment négocier une charte ou un accord télétravail, quels sont les points de vigilance, qu'est-ce qu'on met dedans, comment ça se met en place, voilà, quelque chose, un accompagnement plus spécifique sur cette partie-là pour les partenaires sociaux et les représentants du personnel. Alors, concernant les entreprises, ça serait plutôt un accompagnement donc individuel. Si vous avez des soucis par rapport à un aménagement de poste, par exemple, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin du travail pour faire une demande et qu'un intervenant en prévention vienne vous aider à aménager un poste de travail, par exemple. Alors, il faut savoir que ce PowerPoint, donc ce support, vous sera envoyé. Il y a un replay aussi qui est disponible. On vous a mis aussi sur les dernières diapos des liens pour approfondir donc la thématique concernant le télétravail. Et après, donc il nous reste, on a dépassé le temps, mais je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. Donc apparemment, on a répondu à toutes les questions. Donc je vous remercie d'avoir participé donc à ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir.